Bienvenue sur la chaîne de David C, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un bilan des annonces Apple de cette année 2025 avec un focus en fin de vidéo sur 4 produits Apple attendus en 2026. C'est parti. L'année a commencé avec la traditionnelle apparition de la collection Black Unity avec, comme chaque année, l'apparition d'un nouveau bracelet d'Apple Watch, un tout nouveau cadran et un nouveau fond d'écran d'iPhone et d'Apple Watch. En février, nous avons le droit à une nouvelle application d'Apple, Invitation. C'est une app qui permet de créer des événements. Pour info, elle est réservée aux abonnés iCloud+. Seconde annonce, l'application Apple TV a été rendue disponible sur Android, confirmant la volonté d'Apple d'étendre son service Apple TV à un maximum d'utilisateurs et d'appareils. Bon, la grosse annonce de ce mois de février, c'est bien évidemment l'annonce de l'iPhone 16e. Cet iPhone qui a beaucoup fait parler de lui. On est sur un iPhone qui coûte plus cher que les précédents iPhone 16e, mais qui propose tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un iPhone moderne. Avec notamment Face ID, un écran 6,1 pouces, le bouton action, etc. mais qui ne propose pas de MagSafe ou d'Ultra Wideband ou d'un second capteur photo. Alors, qu'en pensez 10 mois après sa sortie? Je continue de penser que si vous le trouvez aux alentours des 550-600 euros, c'est un bon iPhone. On parle d'un iPhone neuf et pas d'iPhone reconditionné, car effectivement, si on se tourne sur ces marchés-là, vous trouverez mieux pour le même tarif. Selon moi, les seuls vrais défauts de cet appareil, c'est notamment l'absence de puce ultra wideband, notamment pour les AirTags, c'est quand même présent depuis l'iPhone 11, et si vous souhaitez la localisation précise sur les AirTags, c'est mort. Et sinon, l'absence de MagSafe est vraiment dommage, car au-delà de la recherche sans fil plus performante, c'est vraiment tout l'écosystème d'accessoires qu'il y a autour. Et surtout, cet iPhone possède une excellente autonomie pour ce format, et elle est même meilleure que l'iPhone 16. Bon, continuons avec le mois de mars, qui a notamment débuté avec la présentation de nouveaux produits. Un nouvel iPad Air avec la puce M3 et un nouveau Magic Keyboard adapté pour les iPad Air, sinon ces iPads sont en tout point identiques aux iPad Air M2 sortis en 2024. Un nouvel iPad d'entrée de gamme qui se nomme iPad A16 et non iPad 11, les iPads se nommant maintenant avec le nom de leur puce. Côté nouveauté, cet iPad possède, comme son nom l'indique, la puce A16. Oui, la puce A16. Quand Apple fait sa communication autour d'Apple Intelligence, il sortait un iPad compatible avec celui-ci. La bonne nouvelle cependant, c'est le doublement du stockage de base qui commence à 128 Go de stockage. C'est enfin terminé avec les iPads de 64 Go. Sinon, cet iPad, il est en tout point identique à l'iPad 10 sorti fin 2022. Même les couleurs. Le MacBook Air a été renouvelé avec l'apparition d'une puce M4, une toute nouvelle caméra et l'apparition d'un tout nouveau coloris bleu ciel. Pas besoin d'y aller par 4 chemins, cette machine est vraiment une référence absolue, comme évoqué notamment lors de mon guide d'achat des Macs. Il est beau, fin, puissant et avec une très bonne autonomie, bref, une valeur sûre. Toujours dans les Macs, un nouveau Mac Studio a été présenté avec la présence d'une puce M4 Max, logique, et l'apparition d'une puce M3. Oui, quand toute la gamme Mac passe à la génération M4, Apple introduit une nouvelle puce dans la génération M3 avec ce M3 Ultra. Nouveauté cette fois-ci concernant les AirPods Max. Le format lossless et une plus faible latence sont arrivés sur celui-ci. Petite précision tout de même, ces nouveautés étant réservées à la version USB-C des AirPods Max. D'ailleurs, en toute fin de mois, le 31 mars pour être précis, nous avons enfin eu le droit à l'arrivée d'Apple Intelligence en France. Et qu'en penser 9 mois après, c'est pas folichon. Personnellement, la seule fonctionnalité que j'utilise réellement au quotidien, ce sont les fonctionnalités de réécriture. Sinon, le reste, après tester le premier mois, je ne m'en sers quasiment pas. Mais bon, attendons, Apple Intelligence, nous allons en reparler en 2026 avec une vidéo que je vous prépare justement sur qu'en penser d'Apple Intelligence un an après son arrivée en France et avant la mise à jour qui, je l'espère, va tout changer. iOS 26.4 et l'arrivée du tout nouveau Siri. Oui, vous savez, ce nouveau Siri qu'on entend parler depuis la WWDC de 2024. Au passage, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, et puis surtout, à la commenter. Au mois de mai, nous avons eu, comme chaque année, l'apparition d'un nouveau bracelet Pride avec le cadran et le fond d'écran iPhone et iPad associés à celui-ci. De plus, nous avons eu le droit à l'étendue du programme Self-Service Repair à l'iPad. Vous savez, ce programme qui permet de réparer directement chez soi ses appareils Apple avec des pièces officielles proposées par Apple. Et ce programme s'est étendu cette année aux iPad Air M2, M3, iPad Pro M4, iPad mini A17 Pro et l'iPad A16. Bon, au mois de juin, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, le mois de juin rime bien évidemment avec WWDC. Et cette année,
quelle WWDC! Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais il y a quand même eu du changement, avec notamment le Liquid Glass et l'uniformisation des OS d'Apple. Le Liquid Glass qui lui a tant fait parler de lui, avec notamment parfois des zones complètement illisibles au niveau de l'interface, au point qu'aujourd'hui encore en décembre 2025, il continue de se peaufiner. Qu'est-ce que j'en pense? À mon avis, il est nuancé sur ce Liquid Glass, car en fait je le trouve très chouette visuellement, mais effectivement quand c'est trop prononcé, ouais, c'est complètement trop illisible. Mais pour moi, en fait, la meilleure solution, c'est qu'Apple, en fait, fasse comme avec la mise à jour iOS 26.2, qui a permis notamment de pouvoir régler son Liquid Glass lui-même au niveau de l'horloge. Et pour moi, en fait, Apple devrait vraiment intégrer ce réglage-là à toute l'interface. Comme ça permettrait vraiment de correspondre à un maximum de personnes. D'ailleurs, iOS 26 a apporté beaucoup de fonctions, notamment sur le filtrage des appels, pour les iPhones qui sont compatibles Apple Intelligence. Et moi, je vous avoue, c'est des fonctionnalités que je trouve notamment très utiles au quotidien. Autre nouveauté de ces mises à jour, c'est bien évidemment l'uniformisation des noms. Aujourd'hui, tous les OS s'appellent 26 et non iOS 19, WatchOS 12, visionOS 3, etc. Et malgré les critiques que l'on a pu entendre, moi je trouve que c'est une très bonne solution. Et surtout, en fait, on a une uniformisation des noms. C'est beaucoup plus clair. Dans le détail, WatchOS a apporté une amélioration de l'application Exercice. Et moi, ce que je retiens surtout de cette version, c'est le nouveau geste retourner le poignet. En combinaison avec le geste Double Tap, c'est diablement efficace. Un minuteur qui se termine, tac, c'est fini. Je souhaite consulter le défilement intérieur, Double Tap, et dès que j'ai terminé, je retourne mon poignet. Bref, je l'utilise au quotidien. Côté macOS, c'est surtout le nouveau Spotlight, au point qu'il a fusionné avec le Launchpad, que je retiens personnellement. Enfin, côté iPadOS, c'est la refonte du multitâche et qui s'est rapproché notamment de macOS. Et qu'en pensez? Je l'ai utilisé pendant 3 semaines avant que mon iPad me lâche, et mon avis est mitigé. Sur le fond, le principe il est intéressant, notamment le fait de se rapprocher de macOS. Mais selon moi, c'est surtout pensé pour les iPads de 13 pouces, car sur les iPads de 11 pouces, c'est vraiment trop petit. Et au vu du prix d'aujourd'hui d'un iPad plus ses accessoires, on est au prix d'un Mac, voire même plus cher que celui-ci, pour un appareil qui fait moins bien, sur la plupart des points. En juillet, la grande annonce, c'est bien évidemment l'annonce du départ de Jeff Williams, le CEO d'Apple. Pour faire simple, c'était le bras droit de Tim Cook. Et c'est vrai qu'il en a eu des missions, notamment en 2019 avec la reprise du département design d'Apple suite au départ de Johnny Ive. Et c'était lui qui gérait l'Apple Watch notamment. Et son remplacement a été Sabi Khan, pendant que Tim Cook, lui, a repris les rênes du design d'Apple. D'ailleurs, pendant très longtemps, on pensait que c'était lui, le successeur de Tim Cook. Et sans le savoir, ce départ n'était que le début d'une vague de départ dans la direction d'Apple. En septembre, comme chaque année, nous avons eu le droit à la traditionnelle keynote de rentrée d'Apple, avec au programme de nouveaux AirPods, de nouvelles Apple Watch et de nouveaux iPhones. Les AirPods Pro 3 sont arrivés avec la présence d'un capteur de fréquence cardiaque, présenté pour la première fois sur les Powerbeats Pro 2, sortis en début d'année, avec en prime de nouveaux embouts et une meilleure réduction de bruit. Pour beaucoup de personnes, ce sont très clairement les meilleurs écouteurs sans fil actuellement sur le marché. Ne les ayant pas testés, je ne pourrais pas vous donner mon avis sur cela. Côté Apple Watch, les mises à jour ont été mineures, sauf l'Apple Watch SE. Quand l'Apple Watch Series 11 se contente d'un écran un peu plus résistant, de la 5G et de l'arrivée d'un nouveau coloris gris sidéral, et l'Apple Watch Ultra 3 d'un nouveau processeur, d'un écran à peine plus grand et d'une connexion satellitaire, l'Apple Watch SE arrive quant à elle avec un écran toujours allumé qui est plus résistant que précédemment. Le capteur du sommeil, la recharge plus rapide, l'arrivée de la puce S10 qui débloque les gestes, l'apnée du sommeil, plus de stockage et j'en passe. Alors effectivement, il manque des choses par rapport aux Apple Watch Series, mais ce que je veux illustrer, c'est qu'en renouvelant son produit moins souvent, le produit évolue nettement, au point qu'aujourd'hui, en fait, il n'est pas déconnant de passer d'une Apple Watch SE2 à une Apple Watch SE3. Surtout que l'Apple Watch prête bien à un renouvellement tous les 2-3 ans, contrairement à l'iPhone qui lui doit être renouvelé chaque année à cause de la concurrence féroce sur ce segment. Et même si, bien évidemment, il n'est pas conseillé de changer son iPhone chaque année. Je tiens quand même à le préciser. Et ce qui pourrait être d'autant plus intéressant, c'est qu'Apple alterne pour le renouvellement de ses gammes avec une année l'Apple Watch Ultra, l'autre année l'Apple Watch Series, etc. Comme le fait notamment Samsung avec les Galaxy Watch classiques qui, elles, sont renouvelées tous les 2 ans et on suivrait à peu près le même rythme avec les Galaxy Watch Ultra selon les rumeurs. Les dernières annonces ont bien évidemment été les iPhones et je trouve la gamme de cette année très intéressante car on a enfin un iPhone classique qui est un sans faute, un iPhone Pro qui fait vraiment pro et un iPhone Air qui n'est peut-être pas l'iPhone le plus rationnel mais qui est très clairement l'iPhone
le plus beau jamais sorti depuis l'iPhone 10, et qui présage l'iPhone pliant normalement attendu l'année prochaine. Et plus je prends du recul, plus je pense que cet iPhone ne durera pas. Je le vois plus comme un iPhone tremplin vers l'iPhone pliant, ce qui permet de tester des nouvelles technologies avant de les intégrer sur celui-ci, comme le fait d'avoir un iPhone 100% eSIM même en Europe, ou bien l'intégration des composants sur la partie supérieure du téléphone. Selon moi, même s'il y aura peut-être un iPhone R2, je ne pense pas qu'il y aura un iPhone R3 ou un iPhone R4, car selon moi, c'est l'iPhone pliant qui prendra ce côté iPhone design que possède l'iPhone R. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est intéressant d'avoir d'autres points de vue justement. Concernant l'iPhone 17, c'est un sans faute, hein. Enfin, on a un iPhone classique sans défaut rédhibitoire, un écran ProMotion, toujours allumé, une très bonne puissance et une partie photo largement suffisante pour la majorité des utilisateurs, avec en prime un très beau design et la toute nouvelle caméra selfie avec 256 Go de stockage et le tout pour moins de 1000 €. Comme déjà dit lors de mes précédentes vidéos, c'est très clairement l'iPhone à acheter cette année et honnêtement je vais clairement pas m'éterniser là-dessus. Et l'iPhone 17 Pro, enfin un iPhone Pro qui mérite le terme Pro. Cet iPhone, c'est un outil. Son design a beaucoup fait débat au début. Perso, je le trouve ni moche ni beau. Je m'y suis juste habitué. Et puis, dans une coque noire, comme dans mon cas, on ne voit que le bloc photo. En fait, cet iPhone, on ne l'achète pas pour son design, mais pour ce qu'il propose. Par rapport à l'iPhone 15 Pro et 16 Pro, l'abandon du titane au profit de l'aluminium, c'est un oui. Cela permet une chauffe mieux maîtrisée, avec en plus le fait notamment d'avoir déplacé le processeur sur le centre du téléphone et non plus sur le côté, comme c'était le cas notamment lors des 2 dernières précédentes générations. Sur la partie photo, c'est très clairement l'iPhone sans compromis. Vous pouvez même shooter en RAW, filmer en ProRes, etc. L'autonomie est vraiment top, même sur le petit format qui est celui que j'utilise au quotidien cette année et dont je trouve l'autonomie très similaire à mon précédent iPhone 15 Pro Max. D'ailleurs, cet iPhone 17 Pro, on en reparle dès 2026, auquel je vous prépare une vidéo concernant mon expérience avec celui-ci. Donc si tu ne veux pas la louper, n'hésite pas à t'abonner et puis à activer la cloche. D'ailleurs, c'est un point que l'on ne soulève pas assez, mais cette année, concernant les iPhones, nous avons Apple qui implante de plus en plus ses puces internes. L'arrivée du modem C1 dans l'iPhone 16e, l'arrivée de la puce C1X dans l'iPhone R et l'arrivée de la puce N1 pour le Bluetooth et le Wi-Fi dans les iPhones 17, 17 Pro et R. Et l'arrivée de cela montre en fait la volonté d'Apple de tout contrôler son iPhone de A à Z. Toujours au mois de septembre, nous avons eu la sortie officielle des nouveaux OS d'Apple, iOS 26, WatchOS 26, iPadOS 26, macOS 26, etc. D'ailleurs, au mois de septembre, l'application Apple Sport est devenue disponible en France. Le mois d'octobre arrivait avec M5, un nouveau Vision Pro, un nouvel iPad Pro et un nouveau MacBook Pro. Concernant l'iPad Pro, vous prenez l'iPad Pro M4, vous remplacez la puce M4 par la puce M5, vous lui mettez la puce N1, un stockage plus rapide, la gestion des écrans externes 120 Hz, et tadam, vous avez l'iPad Pro M5. Cet iPad Pro ne se destine pas aux utilisateurs d'iPad Pro M4, mais aux utilisateurs des iPad Pro M1 et inférieurs. Et la puce M5, au-delà de ses améliorations habituelles, c'est surtout au niveau de l'intelligence artificielle qu'elle a quand même marqué un gap par rapport à la puce M5. Cette même puce M5 présente dans le nouveau MacBook Pro M5. Et parlons-en de ce MacBook Pro M5. Uniquement M5, pas de M5 Pro ou de M5 Max. Cela, on devrait les voir arriver début 2026. Ce MacBook Pro M5 est une mise à jour classique, une puce plus performante, un stockage plus rapide. Et la nouveauté, en fait, de ce MacBook Pro M5, c'est très clairement l'absence de bloc secteur fourni à l'intérieur de la boîte. Car après les Apple Watch, les iPhones et les iPads, c'est au tour du Mac d'y passer. Et je vous assure, 2026, il n'y a plus aucun Mac portable fourni avec le bloc secteur. Et concernant le Vision Pro, vous prenez la version M2, vous le remplacez par une puce M5 et vous rajoutez un nouveau bandeau et puis vous avez le nouveau Vision Pro. Bon, ce sont des mises à jour mineures, mais moi ce que je retiens surtout, c'est la baisse de prix de ces machines et des autres produits de la gamme. Le Vision Pro coûte 300 € moins cher que son prédécesseur, le nouveau MacBook Pro coûte 100 € de moins que son prédécesseur, l'iPad Pro 100 € de moins également. Et concernant les autres baisses de prix, le MacBook Air a perdu lui 100 €, qui lui-même avait déjà perdu 100 € lors de son passage à la puce M4 au début d'année. Le Mac Studio 200 €, l'iPad Air 50 €, l'iPad mini 50 € et l'iPad SS 20 €, ce qui permet enfin de repasser l'iPad d'entrée de gamme sous les 400 €. Bon, je sais ce que vous allez me dire, que ce n'est pas Apple qui a été généreux, mais que c'est plutôt lié au taux de change. Mais bon, profitons-en parce que là, je pense, cela ne durera pas longtemps.
coucou la hausse de prix de la RAM apparue en cette fin d'année 2025 et les probables augmentations que nous risquerons d'avoir en 2026, et ça, peu importe le secteur. Novembre a été plutôt calme avec l'arrivée de l'iPhone Pocket, qui d'ailleurs n'est plus disponible actuellement. Ce produit qui permet de transporter son iPhone a été fait en collaboration avec Issei Miyake, lui qui a fait les fameux cols roulés de Steve Jobs. Je vais pas m'attarder dessus, n'étant absolument pas la cible de ce produit. Nous avons également eu le départ d'Abidur Chambori, le designer de l'iPhone Air. Enfin, terminons avec ce mois de décembre qui n'a pas été si calme avec le déploiement de l'eSIM chez Free pour les Apple Watch, et en plus c'est une option gratuite quand les autres opérateurs facturent cette option 5€. Petite concession tout de même, on est sur de la 4G et pas de la 5G, mais très clairement pour une Apple Watch, la 5G, on en a que faire. La grande annonce selon moi, ce sont les nombreux départs au niveau de la direction d'Apple. Le patron de l'IA, John Giannandrea, qui prend sa retraite, et d'un côté, j'ai de l'espoir. J'espère que cela permettra à Apple de revenir dans la course concernant l'IA. Car quand on voit ce qu'on peut faire sur un Pixel, par exemple, chez Apple, c'est pas folichon. Lisa Jackson, responsable des relations gouvernementales et des initiatives environnementales, après sa retraite, et la directrice juridique Kate Adams a également quitté l'entreprise. Et enfin, Alan Dye, le responsable des interfaces d'Apple depuis 2010, quitte Apple pour aller chez Meta. C'est à lui que l'on doit l'abandon du skeuomorphisme pour le flat design avec iOS 7, l'interface de l'Apple Watch, la police d'écriture San Francisco, et bien évidemment le fameux Liquid Glass qui a tant fait parler de lui cette année. En 2019, il a pris les rênes du design avec Evans Anki pour remplacer Johnny Ive. D'ailleurs, son départ a été apprécié en interne, d'autant que son successeur fait l'unanimité, Stephen Limay. C'est un designer d'interface et d'interaction pur jus, tout l'inverse d'Alan Dye qui lui était plutôt du graphisme et de la communication. Maintenant, le prochain sur la liste serait Tim Cook. On en reparle dès 2026, auquel je vous prépare une vidéo où l'on va analyser tous ces départs de 2025, et on va essayer de se projeter sur l'avenir. Terminons cette vidéo avec ce qui devrait arriver en 2026, et 2026 devrait arriver avec tout nouveau produit. Au-delà des renouvellements habituels, nouvelles Apple Watch, nouveaux iPhones, même si on pourrait changer de rythme au niveau du renouvellement des iPhones, avec un renouvellement de la gamme en deux parties, avec les iPhone Pro en septembre et les iPhones classiques, et en plus du début d'année. Ce qui nous donnerait les iPhone 18 Pro en septembre 2026, et l'iPhone 18 classique aux côtés de l'iPhone 18e en début 2027. Non, en fait, c'est surtout l'arrivée de l'iPhone pliable. Côté design, on serait sur deux iPhone Air assemblés entre eux, avec un arrière reprenant l'aspect bimatière des iPhone 17 Pro. Si les schémas parus ces derniers jours sont véridiques, avec un écran interne de 7,76 pouces et un écran externe de 5,49 pouces. Absence de Face ID pour la présence d'un Touch ID sur le bouton d'allumage, comme sur les iPad Air, iPad mini, et un iPad classique. Maintenant, côté logiciel, est-ce qu'on aura iOS sur l'écran externe, iPadOS sur l'écran interne, ou bien toute autre chose? Réponse, normalement en septembre 2026, date à laquelle ce produit devrait être annoncé. Second nouveau produit auquel on devrait avoir en 2026, on aurait ce qu'on appelle le HomePad, un appareil dédié à la domotique et qui permettrait de pouvoir contrôler tous vos produits connectés directement sur celui-ci. On aurait deux versions, une version avec une base et une version avec un support mural. On aurait l'apparition d'un MacBook d'entrée de gamme aux alentours des 700$, ce qui donnerait environ 900€ en France. Première sur un Mac, on serait sur un processeur d'iPhone, un A18 Pro ou un A19 Pro. Côté RAM, on serait sur du 8Go. Il y a quelques semaines, on aurait pu espérer avoir 16Go, mais au vu de ce qui est en train de se passer ces dernières semaines, on est à peu près sûr qu'on sera sur du 8Go. Selon les rumeurs, on serait uniquement sur des ports USB-C et non des ports Thunderbolt. Côté écran, on serait sur un écran d'environ 13 pouces, mais là où il pourrait tirer son épingle du jeu, c'est sur les coloris, car on aurait un Mac tout en couleur comme l'iMac, ou l'iPad d'entrée de gamme. Et ce serait sympa, je trouve. D'ailleurs, en parlant de l'iPad, je trouve qu'avec ce Mac, on serait sur un fonctionnement de gamme similaire à l'iPad hors iPad mini, bien sûr. Un iPad d'entrée de gamme tout en couleur avec une puce d'iPhone, un MacBook d'entrée de gamme tout en couleur avec une puce d'iPhone, un iPad Air disponible en deux dimensions avec des couleurs plus subtiles par rapport à la gamme classique avec une puce M, un MacBook Air disponible en deux dimensions avec des couleurs plus subtiles avec une puce M. Et enfin, l'iPad Pro disponible en deux dimensions avec deux coloris, noir et argent, et avec la puce la plus puissante disponible sur un iPad. Un MacBook Pro disponible en deux dimensions avec deux coloris, noir et argent, et les puces les plus puissantes disponibles sur un MacBook. Dernier produit sur lequel je voulais vous parler, ce serait les lunettes connectées. On serait au moins sur une présentation en 2026, avec peut-être une sortie en décalé, comme ça peut être le cas notamment pour le Vision Pro. Alors on va redescendre sur Terre 5 minutes.
On ne parle pas des fameuses lunettes avec réalité augmentée qu'on entend parler depuis des années, qui pourraient remplacer l'iPhone dans un futur plus ou moins lointain, mais plutôt d'un projet similaire à ce que fait Meta avec ses Meta Ray-Ban, c'est-à-dire des lunettes avec caméra intégrée qui pourraient directement envoyer les données vers l'iPhone. Pour le moment, on n'a pas énormément d'informations sur ce produit, donc attendons 2026 pour voir ce qu'il en est. Voilà, 2025 a été une année de transition, avec une année 2026 qui s'annonce très intéressante, car ne l'oublions pas, 2026, ce sont les 50 ans d'Apple. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à t'abonner, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour faire le bilan tech de 2025. Allez, à plus!